Salut les graisseux. Alors j'ai l'occasion de travailler sur cette boîte type LT230, donc c'est une boîte de transfert qui provient d'un Land Rover, c'est une Discovery hein, des années 94-95 environ, et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de l'avoir ici sur l'établi pour vous parler des différents points à vérifier, regarder un petit peu comment on arrive à identifier les différentes boîtes de transfert, les rapports, les points à surveiller, et puis voilà les petits trucs à savoir. Donc je vais essayer d'être le plus précis et concis possible. Mais ça va prendre quand même, à mon avis, à peu près un quart d'heure. Mais une fois que vous aurez visionné une vidéo d'à peu près un quart d'heure, vous saurez vraiment la plupart des choses qu'il faut savoir vraiment sur la boîte de transfert type LT230. Donc boîte de transfert, elle est située en sortie de boîte de vitesse. Hein, donc vous avez normalement votre arbre d'entrée, enfin de sortie de boîte de vitesse qui est situé à cet endroit ici. D'accord. Et donc, en gros, la boîte de transfert, c'est une deuxième boîte de vitesse qui va permettre de faire le rapport court, rapport long. On va avoir une position aussi en rapport neutre et de répartir le mouvement entre l'avant et l'arrière. Donc ici, on va repartir vers le pont arrière par l'intermédiaire de l'arbre de transmission. Et normalement, on a également le frein sur tambour hein, qui est ici. Et là, on est sur la partie avant du différentiel central qui intègre le blocage. Et donc ici, on sort avec la tulipe d'arbre de transmission avant. Et donc là, on s'en va vers le pont avant. D'accord. Donc la boîte de transfert, elle va se charger de répartir le mouvement entre l'avant et l'arrière. Et donc, les choses à savoir concernant cette boîte de transfert. Donc, on va trouver plusieurs types de rapports, notamment au niveau de la réduction. C'est-à-dire que, par exemple, sur des Defender, vous allez trouver des boîtes de transfert qui vont être en rapport 1.41. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une réduction de 1.41 entre le mouvement au niveau de l'entrée et la sortie. Donc, vous avez une réduction qui est assez courte. On trouve des rapports, par exemple, sur les Disco et sur les Range Rover classiques avant qu'on passe avec les Borg Warner. On était également avec des LT 230 comme celle-ci et on était en rapport à 1.22. Donc on avait tendance à tirer beaucoup plus long sur ces boîtes de transfert. D'accord. Donc vous pouvez éventuellement faire des modifs. Vous allez voir sur la chaîne en historique. Moi j'ai modifié par exemple un Defender TD5 qui était normalement en rapport 1.41 et je l'ai passé avec une boîte de transfert de Disco en 1.22 afin d'avoir de l'allonge au niveau des rapports. Donc voilà, après suivant l'utilisation de chacun, ça peut être une modification qui peut être intéressante. À savoir aussi que vous pouvez également tirer beaucoup plus court que le 1.41 et monter à 1.66. Donc ça c'est des boîtes qu'on trouve vraiment de manière vraiment enfin, on en trouve très peu. Et donc pour identifier, le plus souvent vous allez avoir une inscription qui va être faite ici, où vous allez trouver normalement un petit autocollant avec le marqué ratio type .141 ou 1.22, ce genre de choses. Donc juste ici au niveau du bouchon de mise à niveau, donc là vous êtes sur le bouchon normalement de remplissage, d'accord, quand vous faites votre niveau de boîte de transfert, votre boîte de transfert étant montée de cette façon-ci, voilà, vous arrivez avec un niveau affleurant au niveau de votre huile utilisé pour graisser cette transmission. Donc on utilise de la 80-90, hein, l'huile de pont boîte classique, d'accord. Et le bouchon de vidange, il est situé voilà, de l'autre côté, il est au point le plus bas hein, quand votre boîte de transfert est sur le véhicule, donc ici. À savoir que également certaines modifications, on trouve quelquefois des bacs hein, qui permettent au niveau de la forme d'augmenter la capacité d'huile de cet organe. D'accord. Et quelquefois, ici, derrière le petit flasque, là, vous pouvez avoir aussi des montages avec vraiment de la seconde monte, de type overdrive, ce genre de choses. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire, voilà, là, vous avez votre sortie hein, pour le câble de tachymètre. Et vous retrouvez également, ici, voilà, une inscription qui est faite. Donc là, on est sur une boîte de type 28D, qui correspond à du Disco de 1995 en 300 TDI, un truc comme ça. Donc on est en rapport 1.22. Donc pas uniquement avec les années se fier uniquement aux gravures que vous pouvez avoir sur les carters, puisqu'on est quand même sur des véhicules qui ont vécu, qui sont passés dans toutes les mains, et puis quelquefois on attrapait des boîtes à droite à gauche, on remontait ça quand on avait des casses. Pas uniquement se baser sur les gravures de carter, parce que ça ne veut pas forcément signifier qu'à l'intérieur vous allez trouver la bonne cascade de pignon qui correspond au ratio qui est normalement voilà, correspondant à la gravure extérieure. Bon, dans la plupart des cas, c'est quand même souvent le cas, mais voilà, vous pouvez quelquefois tomber sur des
on va dire un petit mouton noir qui a été modifié par un propriétaire, et puis voilà, vous ne savez pas vraiment le ratio qui est à l'intérieur. Alors, là, moi je suis en train de travailler dessus parce que voilà, je suis en train de la préparer et c'est la bonne occasion de l'avoir ici sur l'établi pour pouvoir commencer à travailler dessus. C'est beaucoup plus aisé au niveau de certaines modifications qu'une fois qu'on l'a sur le véhicule. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le principe, donc vous avez normalement, je vais vous parler, là je l'ai ouvert ici sur le dessus, vous voyez, on a le levier de sélection, voilà, qui vient normalement ici. D'accord, donc là j'ai nettoyé le plan hein, parce que je suis en train de refaire ce joint et je voulais inspecter également au niveau de la fourchette. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vous avez également votre mise à l'air ici, très importante. Faites toujours un démontage et vérifiez que vous êtes bien débouché avec une libre circulation de l'air, parce que quand vous êtes en mouvement, quand votre organe tourne, vous avez une pression qui se crée à l'intérieur de l'organe et il faut que cette pression soit évacuée. D'accord, donc si jamais c'est bouché, la pression va finir par sortir et elle va pisser le plus souvent au niveau des joints SPI, ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir des boîtes de transfert qui fuient vraiment de partout, donc vérifiez ici la mise à l'air, d'accord. Et donc une chose importante à vérifier également, c'est ici, au niveau de ce petit levier de sélection. Donc vous voyez, quand vous avez votre mouvement qui est fait au niveau de votre levier pour la sélection des rapports, voilà, vous allez agir ici, au niveau de ce petit levier ici, et du guide qui est à l'intérieur, donc la petite fourchette. Et une chose qui est très importante à vérifier, c'est ici au niveau de la fixation BTR, puisque vous pouvez avoir quelquefois voilà, cet axe voilà, qui va être actif, mais cette BTR qui va être dévissée, et donc on n'a plus de prise vraiment efficace au niveau du petit levier de sélection. Donc vous pouvez quelquefois avoir des problèmes pour sélectionner au niveau des vitesses, ou même rester en panne sur le bord de la route, tout simplement parce que vous n'arrivez plus à réengager une vitesse longue après être passé en courte ou ce genre de choses. C'est tout simplement que ici, au niveau de la BTR, voilà, ça c'est plus suffisamment fixé comme il faut, et donc vous n'arrivez pas à faire coulisser votre axe comme il faut. Dès que vous entrez un petit peu en résistance, et ben, la résistance ici étant supérieure à celle que vous avez sur la BTR qui a déjà du jeu, bah, vous n'arrivez pas à sélectionner votre rapport. Donc vous pouvez rester en panne sur le bord de la route, ou alors il faut sortir voilà, les clés de 13, défaire ici, engager soit à la main, repositionner, enfin ça peut être vraiment galère. Donc la meilleure des choses, si vous avez une boîte qui est sortie, c'est toujours de vérifier voilà, qu'au niveau de cet axe pour la sélection, n'hésitez pas à le coller. Vous démontez, vous le collez, et puis voilà, comme ça au moins il ne bougera plus. Ça, de ce côté-là, on n'aura pas de problème. Donc voilà, au niveau de votre levier de sélection, dans l'habitacle, on va retrouver le plus souvent ceci. Donc pareil, avec les années, le mieux étant de se coller en dessous du véhicule et de vérifier la présence de cette boîte de transfert. Voilà, physiquement, vous regardez que voilà, l'aspect extérieur correspond bien à une LT 230. Parce qu'on peut avoir certaines modifs qui sont faites, notamment sur les ranges avec les Borg-Warner, ce genre de choses, où on virait les Borg-Warner et on replaçait par exemple des boîtes à blocage comme celle-ci. Donc, se baser sur le levier, ici vous avez vos rapports, donc low, neutre et high, d'accord. Donc quand vous êtes en vitesse longue sur la route, vous êtes en H. Vitesse courte, en tout terrain, ou alors pour décoller des grosses charges, tirer vraiment des charges lourdes, ou pour dépanner des copains embourbés jusqu'aux essieux, on se met en L. La position neutre, donc là vous allez avoir votre embrayage, boîte de vitesse qui va être actif, mais vous n'aurez pas de transmission de votre mouvement à vos arbres de sortie, d'accord. Et on a une position blocage de différentiel. Donc là, au niveau du levier, vous pouvez indépendamment aller de l'avant vers l'arrière, donc en neutre, en courte, en longue, et également avoir une position bloquée. Donc là, la position blocage, on le tire vers soi quand on est conducteur. Voilà, et on a un petit voyant, le plus souvent au tableau de bord, qui s'allume, un petit voyant orange le souvent, qui témoigne que vous avez un blocage au niveau du différentiel central qui est actif. D'accord. Donc le véhicule, pour bien comprendre, c'est un 4x4 permanent sur les Land Rover. Vous êtes en 4 roues motrices permanentes, que vous soyez en vitesse courte, en vitesse longue, vous êtes sur le bitume, n'importe quoi, de toute façon vous fonctionnerez en mode 4x4, d'accord. Contrairement à des véhicules comme les japonais, ce genre de choses, où là par exemple on fonctionne le plus souvent en propulsion, et puis quand on souhaite engager le mode 4x4, on a une position 4WD, si vous voulez, qui correspond à 4-wheel drive. Okay. Donc là je vous ai parlé du type de blocage là, et donc quand vous avez votre blocage que vous souhaitez le mettre en fonction, bah, ça va se passer
à ce niveau-là, d'accord? Donc là, par exemple, là je suis débloqué, je vais vérifier, voilà. Donc là, on a par exemple un axe, voilà, indépendamment, je peux tourner mon axe, enfin ma sortie frontale, indépendamment de la sortie arrière, d'accord? Et si je me mets en position bloquée, voilà, là je suis bloqué, vous allez voir, voilà, je vais entraîner mes deux axes à la même vitesse. Donc là, je suis sûr que par la position du blocage central, je vais avoir ma transmission sur le pont avant et le pont arrière, voilà, qui va être identique. D'accord? Donc à pas confondre avec un blocage de pont. Le Land Rover d'origine, vous avez un blocage de différentiel central. D'accord? Et donc quand on le débloque, on revient ici. Quelquefois, quand vous avez utilisé la position blocage central, il est parfois nécessaire d'effectuer une petite marche arrière, marche avant, enfin de jouer un petit peu avec les leviers afin de le débloquer, puisqu'on a créé un petit peu de tension à l'intérieur de la boîte. On peut avoir quelquefois des petits blocages, d'accord? Donc là, je vais vous montrer une chose qui est importante à vérifier. Vous faites un bon test ici. Vous avez un petit interrupteur qui est fixé ici. C'est celui-ci qui permet de transmettre directement et d'illuminer votre voyant témoin de blocage, d'accord? Donc par exemple ici, voilà, donc là on est débloqué. Si je le bloque, alors, voilà, d'accord, donc c'est juste un petit interrupteur. On vérifie qu'il fonctionne bien, parce qu'une fois que vous êtes sur le véhicule, que tout est monté, il est un peu plus difficile d'accès, donc ça il faut bien vérifier avant de remonter une boîte de transfert. Voilà, donc là on n'a pas de problème. Voilà, donc là ça c'est bon, c'est vérifié. D'accord, donc moi ce que je vais faire, je vais remonter mon petit carter ici avec mon levier de sélection. Je vais vous parler vite fait des pignons qu'on va trouver à l'intérieur. Donc sur les premiers modèles, des boîtes type LT230 comme ça, on avait le pignon d'entrée, d'accord, de boîte de transfert, donc en voici un. Donc là j'ai retiré les roulements qu'on trouve, mais c'est la pièce que vous allez normalement trouver. Alors, on va essayer de bouger un peu. Que vous allez trouver ici. D'accord? Voilà, avec les cannelures internes. Alors, un des problèmes sur la boîte de transfert de vraiment les premières générations, c'est qu'on avait des pignons comme ceci, qui n'étaient pas percés de part en part. D'accord? Et à partir de 94 environ, donc là, voilà, il faut se baser un petit peu là-dessus, et par rapport au numéro de boîte, vous allez trouver des pignons qui sont percés de part en part, et qui permettent une circulation d'huile, et donc de bien graisser en fonction la partie des cannelures qui est ici. Et donc on n'a plus de cannelures qui vont s'user, alors que ici, vous voyez par exemple, alors je vais vous montrer avec une lampe, vous voyez, donc ça provient par exemple d'un Disco en 200 TDI, donc les années à peu près 91, 92, et donc vous voyez à l'intérieur, voilà, toutes les cannelures sont complètement bouffées. Voilà. Ouais, donc il reste vraiment, il y a vraiment plus grand chose. Le véhicule avait un jeu énorme, donc quand on jouait avec l'embrayage d'avant en arrière ou qu'on passait les vitesses, on avait vraiment des à-coups dans la transmission. Et une fois que vous avez éliminé vraiment tous les jeux potentiels au niveau des ponts, des transmissions, les joints homocinétiques, les arbres de transmission, embrayage, tout ça, bon bah il faut vraiment suspecter cette pièce. Donc vous voyez, celle-ci elle est complètement bouffée. Et donc là on retrouve les débris. Voilà, donc en bout ici, en fait, ce sont des morceaux directement de la boîte voilà, de l'usinage, puisque vous avez normalement votre arbre de sortie de boîte. Alors là, j'en ai sélectionné un, pareil que j'avais d'avance, ça vient d'une Range V8. Vous voyez, donc les cannelures ici de sortie sont complètement bouffées également. D'accord, donc vous voyez. Quand on regarde là, on est à moitié au niveau de l'usure. Donc il y a beaucoup de ranges qui roulent encore actuellement et puis qui ont des cannelures quelquefois complètement bouffées. Moi j'en ai trouvé quelquefois où il restait à 1 ou 2 mm. Et puis un jour, voilà, vous embrayez et puis il faut rester sur place. Donc là, ça veut dire que toutes vos cannelures sont complètement bouffées. D'accord? Et donc, ça vient de cette façon-ci. D'accord? Voilà, donc là, on a un ensemble, par exemple. D'accord? Donc boîte de vitesse, et là vous êtes déjà dans la boîte de transfert. Alors au niveau de la boîte de transfert, c'est pas forcément dramatique, parce que vous pouvez faire un montage plus moderne. Ce pignon là, de toute façon il est fourni, que vous soyez en rapport 1.41 ou 1.22, ce genre de choses.
On trouve quelquefois des rapports un petit peu plus spécifiques sur les ranges V8 par exemple des années 85-86 où on était en 1.197, donc on tirait un petit peu plus long encore que le 1.22. Et là le pignon d'entrée, voilà, une percée n'existe pas, donc il faut se débrouiller soi-même à la limite. D'accord, mais donc ce pignon là il est fourni, il suffit de défaire au niveau des roulements. Et on peut le faire même avec la boîte en place, hein. Ça c'est pas vraiment un problème puisqu'il suffit de défaire ici au niveau des flasques. Donc vous avez plusieurs montages, hein. Là ici on est sur les flasques en aluminium complet, mais quelquefois on trouve des finitions un petit peu différentes avec un flasque ici en métal, hein, tout simplement. Ce qu'il faut bien vérifier et être attentif, c'est toujours à remonter les joints d'origine parce qu'ils permettent de faire le réglage de pré-contrainte des roulements. D'accord, donc ça il faut absolument les utiliser. Et donc vous pouvez changer ce pignon d'entrée de boîte de transfert. D'accord, donc là on est sur des interventions qui sont on va dire assez faciles malgré tout, mais quelquefois donc on peut être amené avec les années à devoir les ouvrir, les vérifier au niveau de leur jeu interne, puisqu'on peut également régler pas mal de choses. Et on peut avoir également des usures assez importantes au niveau de l'intérieur de ces boîtes de transfert. Alors je vous ai sorti certaines pièces qu'on trouve normalement dans des boîtes. Donc là ça vient de boîtes que moi j'avais restaurées pour moi à une certaine époque. Là par exemple on trouve voilà, les axes au niveau du différentiel central. Donc à l'intérieur ici vous allez avoir un différentiel comme un différentiel de pont, hein. Le fonctionnement est assez identique. Donc vous pouvez avoir des usures qui arrivent ici au niveau de ces voilà, de ces petites cannelures ici de graissage, d'accord, et vous pouvez même quelquefois exploser les axes, voilà, le briser carrément en deux, parce que vous voyez il est fragilisé du fait que voilà, il n'est entier que sur une moitié d'épaisseur afin de pouvoir le croiser. On trouve une pièce de remplacement, voilà, où l'ensemble est entièrement soudé, donc ça renforce le différentiel central. Bon, ça peut être une bonne chose, mais de toute façon, enfin cette pièce-là, si vous voulez, à partir du moment où vous la cassez, elle agit un petit peu comme un fusible. Si jamais vous pétez, vous renforcez ici, bon bah, et que vous forcez, que vous êtes vraiment une grosse brute au niveau de pratique tout-terrain, ce genre de choses, vous allez péter. Vous pouvez même péter une pièce renforcée, ou alors vous allez péter en amont ou en aval une autre pièce. De toute façon, ça arrive. Après, on trouve également au niveau de l'intérieur, voilà, des petites cales ici en bronze. Donc vous voyez celle-ci, je vais vous en trouver une par exemple qui est déjà, voilà, celle-ci par exemple, elle commence déjà à être bien attaquée. Vous voyez au niveau de son épaisseur, et celle-ci, elles servent pour, voilà, pour caler au niveau du différentiel pour les planétaires satellites. D'accord. Donc vous pouvez avoir une belle usure qui arrive également. Donc même quelquefois, hein, moi ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des boîtes et voilà, ces petites coupelles en cuivre et tout ça n'étaient même plus présentes, elles avaient été complètement bouffées, et puis voilà, elles étaient parties en petites limailles, en morceaux au fur et à mesure de chacune des vidanges. Vidange que moi je fais sur 40 000 km maximum, hein, voilà, sur ces boîtes de transfert. N'hésitez pas à réduire si vous faites travailler vraiment fort au niveau de ces organes. Et donc on trouve des pièces de remplacement, hein, donc là il suffit de les commander, et quand on ouvre les boîtes, voilà, il suffit d'avoir ça pour pouvoir refaire le réglage. Donc là on est sur les petites coupelles neuves, hein, qui ont l'épaisseur vraiment préconisée comparé à celles-ci qui sont usées. Et puis voilà, après un petit peu plus technique, on trouve également, vous avez besoin normalement de petites rondelles en scéléron comme ça. On trouve pas mal d'épaisseurs différentes, donc là ça permet vraiment de régler les jeux quand on ouvre et qu'on refait une boîte vraiment de manière assidue et complète. Donc je ne vais pas vous en parler là, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, vidéo qui fait déjà voilà, une petite vingtaine de minutes, mais je pense vous avoir donné déjà un bel aperçu concernant cet organe. Ouais, voilà, vous trouvez également le joint SPI ici. Donc là on a ça, hein. Par exemple ça c'est un joint SPI au niveau d'une tulipe avant ou tulipe arrière, peu importe. Donc ces joints SPI là qui peuvent éventuellement fuir quand on révise, bon on change les deux joints SPI évidemment. Et puis là par exemple avant de la monter, je vais changer le joint SPI ici d'entrée. Et je vais remettre ça en place. Voilà. Donc je pense avoir fait vraiment le tour complet concernant cet organe. On trouve de toute façon énormément d'infos sur les forums et puis de tutos vraiment pas à pas pour vous guider au niveau du remplacement.
Si vous prévoyez de la changer, faites attention, c'est un organe qui est quand même extrêmement lourd. Bon, moi je le sens pas énormément parce que je suis pas, je suis pas un petit gabarit, donc j'arrive à la mettre en place tout seul. Vous pouvez vous aider à partir de l'intérieur du véhicule. C'est très facile par exemple sur le Defender ou ce genre de choses parce que vous pouvez accéder directement de l'habitacle, ou alors sur les vieux ranges où on pouvait démonter le tunnel central, ce qui n'est pas le cas sur les Discos par exemple et sur les ranges des années d'après, où là on peut fonctionner que par en dessous et on est quelquefois un petit peu gêné au niveau de la place pour le passer au niveau du tunnel, et il faut faire vraiment attention à ne pas endommager le joint SPI qui est ici. Voilà. Mais le changement ça se fait relativement facilement. Malheureusement, souvent il faut tomber l'échappement, la traverse centrale, et puis voilà, il faut bien tout sécuriser, pas mourir en dessous d'un véhicule comme celui-là, ça serait vraiment dommage. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Moi je vais me remettre là-dessus, je vais serrer tout ça, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les graisseux, à plus.